Social Selling. Je vais être fort là, dans le terme, mais c'est d'une stupidité absolue de continuer à regarder ROAS continuellement. On a parlé même plutôt de POAS plutôt. Déjà là, ça c'est une métrique encore plus importante. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Et nous sommes deux aujourd'hui dans la même pièce. Je suis avec Antoine Gagné, on est à Montréal tous les deux et on enregistre alors qu'il y a une belle tempête de neige. Comment ça va Antoine? Ah, ça va bien Antoine. Je pense que la dernière fois qu'on a fait un podcast ensemble, c'était quoi? C'était à Paris en début d'année 2022. Ouais. Puis on s'était donné l'objectif d'en faire d'autres comme ça. Finalement, ça leur a pris un an à faire un deuxième. Hein? Ah ouais, le Covid, tout d'ailleurs. C'est ça, on avait bravé un peu les interdits pour Paris. Mais bon, là, c'est vrai qu'il y a des douanes à passer au Canada, donc je pouvais pas non plus tricher à ce point-là. mais ouais, effectivement, c'est super de se retrouver. Et je me suis dit, voilà, j'avais envie de faire un épisode un peu différent d'habitude. Vous connaissez l'amour inconditionnel qu'Antoine Gagné porte aux chiffres financiers, aux rapports trimestriaux, aux conseils entrepreneuriaux. L'épisode du jour va dans ce sens parce qu'on va parler de finances, on va parler d'argent et de Facebook Ads, bien sûr. Vous êtes un annonceur déjà en place, un freelance qui aime bien aller au fond des chiffres avec ses clients, une nouvelle marque qui regarde Facebook Ads avec plein d'espoir. Cet épisode est pour vous. Il devrait vous permettre de mieux comprendre vos limites et vos leviers de croissance. Donc Antoine, je me tourne vers toi. On va commencer cette masterclass un peu business. Quels sont les éléments à prendre en compte financièrement lorsqu'une entreprise souhaite faire du Facebook Ads ou de la publicité en ligne de manière générale? Bon, il y a énormément de métriques, mais peut-être on va essayer de simplifier ça pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Premièrement, dès le départ, pour savoir si votre organisation peut avoir du succès en Facebook Ads, je pense que une réponse simple à ça, c'est à peu près n'importe quelle entreprise peut avoir du succès en Facebook Ads. Tout va être une question à la fin de la journée du risque qu'on est prêt à prendre quand on fait de la publicité, du temps que ça va prendre avant de recevoir l'argent, le profit qu'on va générer avec la publicité et certains autres facteurs comme ça. Mais tout de même, si on rentre peut-être dans le spécifique, dès le départ, quand on se lance en publicité Facebook, il faut savoir, comme n'importe quel canal de marketing, combien notre produit nous coûte à concevoir, combien notre produit nous coûte à expédier, si bien entendu on est dans le commerce en ligne. Et par la suite, quand on connaît ces métriques-là, combien on vend notre produit pour savoir s'il y a une certaine marge qui est intéressante à les générer. Souvent, dans le commerce en ligne, on utilise des ratios de 3 minimum, c'est-à-dire que si on a un produit qui va se vendre à peu près, ou plutôt qui nous coûte environ une dizaine de dollars, on va s'assurer de le vendre au minimum une trentaine de dollars. Ok, donc ça, c'est des métriques simples que vous avez peut-être déjà entendues si vous êtes dans le commerce en ligne. C'est important de garder en tête. Si bien entendu, vous vendez des produits digitaux, vous avez des marges de profit encore plus élevées, tant mieux. Parce qu'il va falloir à un certain point que la marge de profit brute qui se déroule là, que vous soyez capable de retrouver à l'intérieur de vos produits soit sensiblement élevée, surtout si vous voulez ajouter des leviers d'accélération. OK, donc ça, je pense que c'est une première base à considérer. Bien comprendre le coût de notre produit et combien qu'on le vend. N'importe quel entrepreneur, chef d'entreprise, directeur marketing, c'est l'importance de ces métriques-là. Mais quand on se lance en publicité, je pense que c'est un premier point qui est très important à considérer. La deuxième question, à mon avis, qui est importante de se poser, c'est le rythme de croissance qu'on va aller chercher. C'est le rythme de croissance qu'on va aller chercher. Est-ce qu'on se lance en publicité pour aller générer un petit peu plus de profitabilité? Numéro 1. Est-ce que numéro 2, on se lance dans la publicité pour aller chercher une prise de marché assez rapidement? On est davantage dans une vision de conquérant. On va aller prendre un nouveau territoire rapidement, aller acquérir des clients et ultimement, si on est capable de faire un bon travail, vendre d'autres produits ou services à ces mêmes clients-là sur le moyen long terme. Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Si vous écoutez notre autre podcast Commerce Élite où à chaque mois, on documente nos bons et nos moins bons coups avec le développement de notre boutique en ligne qu'on a acheté en début d'année 2022, vous allez voir notre thèse, notre vision par rapport à la publicité Facebook, elle est simple, c'est on a davantage l'approche numéro 2 que j'ai dit, c'est-à-dire une approche de conquérant, peu importe le profit qu'il génère, tant aussi longtemps qu'on est capable d'aller capter ses parts de marché à un dollar qu'on est prêt à accepter, on va le faire. C'est pour toutes les entreprises et tous les entrepreneurs et entrepreneurs qui sont prêts à faire ça. Donc ça, c'est une question qu'on se doit de se poser. Et par la suite, quand on s'est posé cette question-là, là, on rentre dans d'autres métriques qui sont importantes à calculer, qui vont pas nécessairement être présentes dès le départ, mais qui vont peut-être être présentes sur le moyen terme, c'est-à-dire quel est notre coût par acquisition. Ça, c'est des métriques qu'on va devoir
trouver très rapidement et quel est le coût surtout qu'on est prêt à payer pour aller chercher un client. Ça, c'est quasiment philosophique, Antoine. Hein? C'est quasiment philosophique. Il y a des gens qui vont dire, moi, je veux payer le moins cher possible pour aller chercher un client. Moi, j'ai davantage le goût de te dire, moi, je suis prêt à payer le plus cher possible pour aller chercher un client. Tant aussi longtemps que d'un autre côté, je suis capable de justifier un volume d'investissement qui est intéressant. Donc ça, c'est quand même philosophique et c'est des questions que vous allez devoir vous poser. Également, combien d'argent vous faites sur le moyen et long terme avec vos clients. Et il y a des choses assez intéressantes qu'on a été capable de voir récemment avec nos clients. Je faisais une analyse avec des collaborateurs, des clients dans notre organisation et on regardait. Bref, on se faisait mettre une thèse devant nous. Le client avait fait à peu près 3,7 millions de chiffres d'affaires dans la dernière année et l'objectif était le suivant, combien je veux faire en 2023? Et le client nous dit 5 millions. Donc, en gros, on a un delta d'à peu près 1,3 million à aller chercher. OK? Donc, ça, c'était le cas ici qui était quand même assez intéressant. Et là, on se dit, OK, parfait. Au lieu de juste se dire, let's go, on le fait, puis on va essayer de l'atteindre, on est allé analyser un petit peu plus en profondeur les chiffres pour essayer d'avoir une compréhension plus sophistiquée du scénario qu'on avait devant nos yeux. Et on va voir nos chiffres. Et on utilise certains logiciels pour nous donner cette information-là. On était capable de voir que sur le 3,7 millions de la dernière année que le client avait été capable de générer, 2,7 millions de ce chiffre d'affaires-là venait de clients existants. OK? Donc, en gros, on était capable là, de voir que si un client avait été acquis en janvier 2022 pour un panier moyen, disons, de 100 $, mais 12 mois plus tard, ce même panier-là, moyen, était rendu à 200 $. Parce que lui, et là, ça revient à la métrique que je parlais, le LTV, la valeur long terme d'un client, lui, il était capable de revendre d'autres choses à ses clients. Très souvent, ses cohortes grandissaient, avaient une belle maturité à travers le temps. Donc, on savait très bien qu'avec le nombre de clients existants, on avait été capable de générer 2,7 millions de chiffres dans la dernière année de clients existants, de chiffre d'affaires avec des clients existants, donc des clients qui étaient déjà dans notre base de données l'année précédente, et 1 million, bien entendu, avec la nouvelle clientèle. Donc, ça, c'est le scénario. On se dit, parfait. On a le scénario devant les yeux, 2,7 avec les clients existants, 1 avec des nouveaux clients. Donc là, on part dans un scénario pessimiste. On se dit, OK, si toute chose étant égale, dans l'année 2023, on reprend ce 2,7 millions-là. On va dire qu'il ne va pas grandir. Donc, on reprend le 2,7. Combien il nous reste à aller chercher pour faire 5? On fait 5 moins 2,7, il manque 2,3. Donc, on a 2,3. Donc là, on se doit d'aller chercher 2,3 millions de plus cette année que l'année dernière en nouveaux clients, ou plutôt 1,3 million de plus que l'année dernière, sachant qu'on est allé chercher 1 million. Mais le scénario est le suivant. On a 2,3 millions de dollars de revenus à aller chercher cette année de nouveaux clients. Parce que dans notre scénario pessimiste, on va refaire le même revenu que l'année dernière avec nos clients existants. Donc là, on a 2,3. Et là, on va un petit peu plus loin. Combien ça nous coûte aller chercher un client? On regarde avec le client combien ça nous coûte aller chercher un client pour son organisation. On entoure le chiffre. Dans la dernière année, c'est environ 40 $. On a regardé ses investissements. On dit, parfait, dans la dernière année, tu as investi environ, si ma mémoire est bonne, c'était 300 000 $ en publicité Facebook pour aller chercher les clients pour générer son certain chiffre d'affaires. Je dis, parfait. Mais là, tu as fait 1 l'année dernière. Cette année, si on veut atteindre l'objectif, il faut faire 2,3. Donc, c'est 2 fois plus. Et tu es à doubler tes budgets, assumant qu'on est assez bon pour garder le coût d'acquisition moyen à 40 $. Parce que tu le sais autant que moi, si on augmente les budgets, bien entendu, ultimement, et ça va peut-être même un point de discussion plus tard, les coûts d'acquisition vont monter. Exact. Ouais. Donc, si on est assez bon, monsieur le client, pour passer de 1 à 2,3 millions de revenus avec la nouvelle clientèle l'année dernière, en gardant un coût d'acquisition similaire parce qu'on va trouver X, Y, Z technique. Ça, c'est dans le scénario idéal. Es-tu prêt à doubler tes budgets publicitaires? Ah ben là, tu vois, là, on commence à avoir des scénarios qui sont intéressants. Parce que là, le client a les informations devant les yeux de se dire « Ah, mon 5 millions est atteignable, mais voici les critères que je dois respecter pour l'atteindre. Okay? » Est-ce que tu en es capable de sortir autant d'argent du coup? Est-ce que tu en es capable? Est-ce que tu as envie de prendre le risque? Et là, ça revient à la question initiale. C'est quoi le rythme de croissance que tu vas aller chercher? C'est quoi le rythme de croissance que tu vas aller chercher? Souvent, les gens disent « Je veux faire 5, je veux faire 10, je veux faire 15 millions. » Pas de problème. On va te sortir le scénario. Après, voici scénario A, voici scénario B, voici scénario C. On aurait pu aussi dire « OK, cette année, on va passer ton rythme de email au lieu de 10 par mois, on va en envoyer 15 par mois pour aller chercher pas 2,7 millions de revenus avec des clients existants, mais peut-être 3,2. Donc, il va nous rester juste 1,8 à aller chercher avec la nouvelle clientèle. Donc, ça, c'est un autre scénario qu'on peut mettre en place. Mais tu comprends, quand tu commences à comprendre les informations comme ton coût d'acquisition, comme j'ai mentionné, la valeur long terme de tes clients, et ça, il y a des logiciels qui sont capables de nous dire combien d'argent qu'on a fait avec des clients existants dans le passé, combien d'argent qu'on a fait avec la nouvelle clientèle. Qu'on comprend exactement, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, les coûts que ça nous coûte pour créer le produit, les coûts que ça nous coûte pour
shipper le produit, le coût que ça nous coûte par la suite pour faire la manutention du produit et le prix qu'on est prêt à vendre notre produit, quand on a ces informations-là que je viens de mentionner, ben là, tranquillement, on commence à avoir des équations devant nos yeux qui nous permettent de faire des thèses d'investissement, des thèses de croissance. Mais je crois que fondamentalement, les chiffres, on peut y aller en détail de manière excessivement granulaire, mais la thèse d'investissement de ce qu'on doit savoir financièrement quand on se lance en publicité Facebook, ultimement, qu'on a compris ces petites métriques-là, est très philosophique et revient à la vitesse de croissance que tu veux. Du coup, en synthèse, il y a un truc qu'on pourrait synthétiser, mais tu as aussi deux façons finalement, deux temps pour calculer ton coût sur une plateforme. Le moment où tu te lances, et je parle vraiment, ton entreprise se lance, t'as pas d'historique derrière, et le moment où tu as justement 1 an ou 2 ans d'historique, où tu sais que tes clients, t'as arrivé à leur faire atteindre telle valeur lifetime value, et là du coup tu peux te permettre peut-être d'aller beaucoup plus cher parce que tu sais qu'au final tu vas le rentabiliser. On peut citer des mots comme les cohortes, tout ce système. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Et si on devait y aller un tout petit peu plus précis par rapport à un lead gen et un e-commerce, parce qu'on a pas mal parlé d'e-commerce, en lead gen, comment tu verrais ça? Ouais, regarde, encore une fois, je pense que si on reprend peut-être de notre côté avec les entreprises qu'on gère, on fait du lead gen chez J7, avec Pure Commerce. On fait du e-commerce avec également les entreprises qu'on possède. Nous, notre thèse est tout le temps de se dire, est-ce que sur la première transaction, on peut faire du 1 sur 1 sur notre POS? Oui. Mm-hmm. Sur notre POS. OK? Ça, je veux juste mettre une petite distinction avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Il y a deux métriques. La métrique qu'on connaît souvent, c'est le ROAS. Mm-hmm. Donc, le retour en termes de revenus d'investissement sur notre placement publicitaire. OK? Ça, c'est le ROAS. Et le POS, c'est le profit sur notre investissement publicitaire. Et ça, il y a une grosse distinction ici. OK? Et pour n'importe quel acheteur média qui nous écoute aujourd'hui, directeur marketing, comprenez ces métriques-là. POAS va résonner beaucoup plus avec votre client ou votre boss, si bien entendu vous nous écoutez aujourd'hui et vous travaillez pour une entreprise, que ROAS. Parce que votre patron ou votre client, lui, il y a des comptes à générer, là, il y a des états financiers à respecter. Donc, lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que je gagne ou est-ce que je perds de l'argent sur ton investissement publicitaire? Et aux dernières nouvelles, personne n'aime perdre de l'argent. OK? Donc, je pense que si on aborde n'importe quelle entreprise, si on peut avoir peut-être cette vision-là de POAS, ça peut vous aider. Autant un lead gen puis un e-com, puis par la suite, je reviendrai un petit peu à ta question de comment l'aborder. Mais si vous êtes capable d'arriver de dire à votre client et de dire à votre patron, nous, on va investir tant parce que notre POAS de 1 sur 1 nous permet de le faire, habituellement, ça va résonner fondamentalement plus avec votre patron parce qu'il va se dire, OK, ça veut dire que sur la première transaction, je ne perds pas d'argent. Et si vous êtes capable d'éduquer votre client, votre supérieur sur le fait que, avec les chiffres que vous avez, vous savez que les clients que vous acquérez aujourd'hui vont avoir une valeur sur le long terme, je pense que les discussions vont être faciles. Donc, autant e-com qu'en lead gen, le POAS, je crois que c'est une métrique qui est sous-évaluée et qui mérite vraiment d'être un petit peu plus discutée. Point 1. Après, on vient sur du lead gen. Comment qu'on aborde du lead gen? Mais lead gen, on l'a souvent dit sur le podcast Social Selling, on va le redire. Je pense que 2 métriques souvent qui sont importantes à garder en tête, le CPL, donc le coût pour aller générer un lead, le coût pour générer un prospect, et le RPL, le revenu par lead qu'on va générer. Oui. Un très bon exemple qui me vient en tête, c'est un de nos clients de notre organisation. Et si on regarde financièrement, c'est tellement un cas
exceptionnel parce que c'est réplicable et constant d'une initiative à l'autre. C'est incroyable. Parfait. OK? Parfait, c'est ce qu'on veut. Vas-y. Donc, on a un challenge ici. On a parlé souvent aussi sur le podcast des mécanismes des challenges. Et ce client-là, ça fait à peu près, je pense, 8 challenges qu'il a fait dans les 12 derniers mois, peut-être un petit peu plus longtemps. Et on fait tout le temps le même exercice à la fin du challenge. On regarde les revenus qu'il a générés et on divise ça par le nombre de personnes qui sont venues sur le challenge. OK? Donc, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça nous donne le revenu par lead. Donc, on va prendre un exemple simple. S'il y a eu 100 000 $ qui ont été générés, OK, avec le challenge et qu'il y a eu 1000 inscrits au challenge, on fait 100 000 divisé par 1000. Ça veut dire que ça fait 100 $ de revenus par inscrit. 100 $ de revenus par lead. 100 $, c'est notre RPL. OK, ça, c'est arrivé une fois. On fait un deuxième challenge. On fait les mêmes calculs. Là, il y a une volumétrie un petit peu plus élevée. Il y a à peu près peut-être 200 000 $. Mais il y a 2000 inscrits. On fait les calculs, tout ça. Bon, je sais pas si le calcul est bon, mais encore une fois, on réarrive à un RPL de 100 $. Troisième challenge, quatrième. On est toujours au même RPL. Donc là, on se dit, oh wow, on a une équation qui tient la route. Ça veut dire que là, par la suite, toi, tu peux aller à voir ton agence, ton acheteur média, peu importe la personne qui s'occupe de ton placement publicitaire dans ton entreprise et lui dire, écoute, là, c'est le scénario, là. Je le sais que chaque inscrit qui vient dans mon challenge, je fais en moyenne 100 $ avec eux. Et moi, j'aimerais faire un profit d'environ, on va dire 50% sur tout ce qui se déroule à chaque challenge. Donc, tu peux, un profit brut de 50% à chaque challenge. Donc, tu peux investir jusqu'à 50 $ le lead. C'est un exemple que je te donne. OK. Mais ça, tu vois, c'est un cas qui est en train de se dérouler avec un de nos clients. On le voit, c'est continuellement le même RPL d'un challenge à l'autre. Donc là, nous, on arrive et l'équipe, c'est facile parce que c'est facile. C'est jamais facile de faire de la publicité sur Facebook, soyons honnêtes. Sauf que c'est facile de comprendre ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Parce que là, on peut se dire, on peut investir autant d'argent qu'on veut, tant aussi longtemps que ces métriques-là sont respectées. C'est ça, ouais. Et là, à partir de là, quand tu es un lead gen, mais c'est ça l'information que ton équipe média doit avoir. C'est de se dire, ça, on a pris l'exemple d'un client qui fait du lead generation pour un challenge, mais si, mettons, on prend une organisation, on va dire qu'ils font de la vente de climatisation, de climatiseurs. On va dire ça comme ça, OK? Donc, on fait de la publicité sur Facebook, on veut générer des gens qui vont te donner leur nom, leur numéro de téléphone, leur email. Par la suite, l'équipe de vente va prendre le téléphone, vont essayer de vendre au téléphone peut-être un climatiseur, bon, peu importe. Ça, c'est un exemple que je donne parce qu'il y a un client qui est comme ça dans notre organisation. Là, on va encore faire le même exercice. À la fin du mois, monsieur le client, peux-tu nous dire le nombre de revenus que tu as générés avec les leads qu'on a générés ce mois-ci pour être certain de bien distinguer les cohortes? On va prendre un exemple. Si le client a vendu pour à peu près 1,5 million de climatiseurs ce mois-ci, on va dire qu'il est très, très bon dans ce qu'il fait. 1,5 million de revenus de climatiseurs. On va par la suite lui demander c'est quoi le profit que tu fais sur tes climatiseurs. On va dire, je sais pas, moi on va dire moi je fais une marge de 50%, puis on va dire en tout et partout marge plus coût du représentant plus coût du shipping, c'est 50%. Donc au final sur le 500 000, je fais 250 000 $ de profit. Parfait. Fait que c'est 250 000 le profit qui est généré de la cohorte de ce mois-ci. Combien qu'on a investi? On va dire qu'on a investi, je sais pas. Sur le 250 000, on va dire qu'on a investi un chiffron de 50 000 $. Fait que 250 000 de profit divisé par le 50 000, ça nous fait un POAS de 5 sur 30 jours. Wow, des méchants bons chiffres, ça. Puis après, on peut aller voir le client puis lui dire, écoute, là, t'es dans quel rythme, toi, philosophiquement parlant? Un rythme de prise de marché ou un rythme de profitabilité? Parce que les chiffres que je vois devant mes yeux en ce moment me prouvent, hors de tout doute, que tu fais beaucoup de profit et que là, on laisse de l'argent sur la table si on va pas chercher plus de clients. Parce que, aux dernières nouvelles, toi, tu vends des climatiseurs en été, mais l'hiver, tu peux peut-être vendre des systèmes de chauffage aussi. Puis il me semble que tu m'avais dit que la valeur long terme de tes clients était... Fait que là, tu vois, tu peux, quand tu commences à comprendre ces différents chiffres-là, les POAS, les CPL, les RPL, la valeur long terme client, les scénarios que toi, en tant qu'acheteur média, tu peux construire avec tes clients sont phénoménales. Parce que là, c'est là que tu as la mainmise sur ton compte. Tu es capable de l'aider au niveau technique. Tu es capable de l'aider au niveau business. Et là, à partir de là, c'est souvent ça, je pense, la distinction entre un très, très bon media buyer et quelqu'un qui est un petit peu plus junior. C'est comprendre ce qui se déroule dans le compte, mais c'est comprendre également ce qui se déroule en dehors du compte. Et de mixer ça ensemble pour bâtir continuellement des scénarios d'investissement où est-ce que le client, à la fin de la journée, ou encore votre patron, a la possibilité de choisir. C'est ça votre job. Votre job, c'est pas de dire à quelqu'un « fais ci ou fais ça ». Votre job, c'est de donner des scénarios. Moi, je te donne les scénarios et tu me dis, toi, selon ta philosophie d'entreprise, lequel qui fait le plus de sens. Parfait. Je te propose de nous rapprocher du pacto et de cette base même, de cette pyramide pour... C'est quoi le pacte?
Oh, je sais plus. Non, je rigole. Non, le Pacto, effectivement, pour ceux qui nous découvrent, c'est notre méthode pour optimiser n'importe quel compte publicitaire sur Facebook, qui est donc 5 piliers, on peut le voir comme ça, passant du paramétrage audience créatif, tunnel de vente et le plus important, offre, et c'est là ma question, et qui va s'adapter plus à un e-commerce, je pense. On parle souvent de l'offre comme étant la base même du Pacto et comme étant la base même d'une bonne campagne Facebook Ads et même d'une bonne campagne marketing de toute façon. Comment peut-on estimer sa limite dans le rabais, parce qu'on a des clients qui peuvent pas se permettre par exemple de faire des moins 50% au Black Friday, moins 30%, c'est difficile. On a dû trouver d'ailleurs au fur et à mesure dans l'année plein d'offres où on augmentait la valeur perçue plus qu'on augmentait le rabais, ce qui a très bien fonctionné. Quel conseil tu peux donner à ce sujet pour Ben écoute, ça, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que je pense qu'il y a deux philosophies par rapport au rabais. Et ça revient encore à des métriques qu'on a mentionnées plus tôt. Okay? C'est-à-dire qu'il y a des organisations qui vont avoir, ça va être des organisations un petit peu de monoproduits. Le meilleur exemple qu'on pourrait donner, c'est si tu vends des matelas. Ouais. Tu vends des matelas, oui, tu peux vendre des produits supplémentaires, peut-être des oreillers qui vont être rachetés à un certain moment, mais on va partir dans l'assumption que tu es un magasin uniquement de matelas, que tu vends aucun autre accessoire. Mais la valeur long terme de tes clients, elle n'est pas tellement élevée. Parce qu'aux dernières nouvelles, des matelas, on n'en achète pas à chaque année. Hein? On va en acheter à peu près 1 ou 10 ans, puis encore. Donc, toi, tu pars dans l'optique que, écoute, moi, j'ai pas de valeur long terme client parce que j'ai pas assez bien pensé à mes affaires, je ne vends pas d'accessoires, je vends uniquement des matelas, mais regarde, je suis prêt avec ça, c'est mon cas. Et ça, je suis certain que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont peut-être des entreprises ou travaillent pour des organisations que c'est le cas. C'est une transaction, après c'est terminé. Ben là, dans ce cas-ci, Antoine, le rabais, il va falloir qu'il respecte des réalités. Parce que si le rabais fait en sorte qu'il n'y a plus de marge à la fin de la journée, ben écoute, comment l'entreprise va survivre, tu sais? Comment l'entreprise va survivre? Après, on va reprendre des chiffrons. Si on va dire que l'entreprise de matelas fait 50% de marge de profit là-dessus, donc on a 1000 $ la vente de matelas, on fait 500 $ sur un matelas, ben c'est sûr et certain que le matelas ne pourra pas descendre en bas de 50% parce qu'à partir de là, assumant que tu as un coût d'acquisition quasiment de 0, ben tu ne feras pas d'argent. Donc, tu dois... Puis je pense que c'est important de comprendre cette réalité-là aujourd'hui, c'est que le rabais, la promotion, l'agressivité que tu vas pouvoir mettre dans ton offre, dans ta vente, va être souvent relié à ta réalité d'affaires. Donc, assumant que cette entreprise-là n'a pas une valeur long terme qui est très élevée, on va devoir respecter des conditions comme, écoute, moi, chaque rabais, chaque vente que je fais, chaque promotion, chaque Black Friday, je dois respecter ces ratios-là pour être certain de faire de la marge de profit. Donc, moi, je peux pas aller en bas de 15%. Parce que si je vais en bas de 15%, avec mon coût d'acquisition que je sais habituellement est de X, Y, Z, ben, je fais pas d'argent. Donc, non, tu peux pas aller en bas de ça. Parfait, ça fait du sens. L'argument est solide. Tu as besoin de faire de la profitabilité pour ton entreprise. On respecte ça. On va y aller avec ça. On va prendre un autre cas maintenant. Un cas d'un client qui vend plusieurs produits. Un client qui a des produits qui se vendent et qui s'achètent en été, qui s'achètent en hiver et qui a une ligne de produits excessivement élevée qui fait en sorte que les gens réachètent continuellement. On pourrait prendre une entreprise dans le domaine alimentaire. On pourrait prendre une entreprise dans le domaine cosmétique. Le domaine cosmétique, on vend des crèmes ou même des crèmes pour les cheveux. Ben, à un certain point, à un moment donné, il n'y a plus de crème dans le pot, donc on doit en réacheter. La valeur long terme, elle est plus élevée. Mais là, ces entreprises-là, eux, encore une fois, tout dépendant de la philosophie, est-ce que je veux un rythme de croissance agressif? Est-ce que je veux un rythme de croissance non agressif? Mais là, on peut peut-être se dire, écoute, moi, le rabais, pour une période spécifique, Black Friday ou peu importe, je suis prêt à le faire beaucoup plus agressif, quitte à ne pas faire de profit sur la première transaction, voire même en perdre, parce que j'ai un scénario qui me prouve que, hors de tout doute, tous les gens qui achètent, en l'espace de 60 jours, réachètent. Donc là, toi, en tant qu'entreprise, tu peux prendre des risques. Tu peux te dire, écoute, et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va peut-être t'amener un nombre de nouveaux clients excessivement important dans ta base de données qui, preuve à l'appui, vont réacheter tes produits dans le futur. Donc là, toi, tu peux arriver avec ton équipe marketing, avec ton équipe média, avec ton agence, avec le freelancer qui travaille pour toi, peu importe avec qui vous travaillez, et de se dire, là, cette année, le Black Friday, on prend un risque. Habituellement, on le faisait à 15%, là, on y va à 50%. Mathématiquement, on va perdre de l'argent ou à peine en faire. Mais notre thèse est que tous les clients qu'on va aller chercher en 2022, disons qu'on revient dans le passé, on parle du Black Friday 2022, tous les clients qu'on va aller chercher en 2022 vont tellement être importants pour nous en 2023 parce qu'on sent que l'année peut-être 2023 va être difficile économiquement parlant et ça va peut-être être plus difficile d'aller acquérir des nouveaux clients. Donc, on va vouloir vraiment peut-être à l'année 2023 se focusser sur nos clients existants, envoyer des meilleurs emails, envoyer des meilleures offres. Donc, cette année, Black Friday 2022, on ne fera pas de profit, mais on va on va aller chercher une volumétrie de nouveaux clients incroyable.
Et ça, c'est un petit peu l'investissement qu'on fait pour passer à travers l'année 2023. Ben ça, tu vois, c'est un scénario qui, financièrement parlant, fait énormément de sens parce qu'on sait, preuve à l'appui, qu'à chaque 60 jours, les clients de cette entreprise-là vont réacheter et qu'après 60 ou 90 jours, on va faire du profit avec un client qu'on a perdu un petit peu d'argent sur la première transaction. Mais cet investissement-là du Black Friday 2022 va nous permettre de passer à travers l'année 2023. Et ça, je pense que c'est des choses que pas assez d'entreprises se posent comme question. Pourquoi tu fais un rabais? Est-ce que tu fais un rabais juste pour écouler l'inventaire, mettre de l'argent dans ton compte de banque pour réacheter encore plus d'inventaire? Ça se peut que ça soit ça. Est-ce que tu fais une promotion pour aller chercher encore plus de nouveaux clients à qui tu vas être capable de vendre plus de produits dans le futur? Ça peut être un scénario. Est-ce que tu fais un rabais simplement parce qu'il n'y a pas assez de ventes qui se font en ce moment, mais ton rabais doit respecter certaines marges de profit pour être certain que tu fasses de la profitabilité sur ces transactions-là dans une optique où est-ce que tu n'as pas de valeur long terme? Ça peut être un troisième scénario. Ça, ce sont des questions que n'importe quel directeur marketing, chef d'entreprise se doit se poser. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que si vous commencez vous-même à vous poser ces questions-là en tant qu'acheteur média, qui écoute le podcast Social Selling, par la suite, vous allez vous rendre compte que quand vous allez dans des rencontres avec votre patron, avec votre client, avec votre directeur marketing, wow, vous allez être plus écouté. Parce que là, vous êtes capable de vous mettre dans leur réalité. Si vous êtes capable de contrôler un petit peu la narrative, autant au niveau de l'achat média, au niveau technique, les audiences, les créatifs, les tunnels de vente, et d'un autre côté, de pouvoir comprendre une réalité financière, comme on est en train d'expliquer aujourd'hui, mais là, vos arguments de dire j'ai besoin de plus de budget cette année à cause des chiffres financiers à l'appui vont être beaucoup plus écoutés. Si vous êtes capable de vous mettre dans les souliers un petit peu plus de l'équipe de finance en utilisant différents termes qu'on a expliqués aujourd'hui, ça va vous mettre dans une position beaucoup plus confortable, intéressante pour faire des demandes. T'as dit un truc sur lequel j'aimerais rebondir et qu'on sait tous aussi évidemment. Plus on va investir sur la plateforme, plus ça va être difficile, plus on va avoir des chances de voir ces campagnes casser, se briser entre guillemets, et des coûts augmenter. Et il y a une réalité qu'on a pu observer, qu'on a discuté énormément de fois avec nos clients justement. Lorsque tu augmentes ton budget, que tu vois ton retour sur investissement, donc ton ROAS diminuer, est-ce que c'est nécessairement une mauvaise chose? Il va falloir briser le mythe une fois pour tout. Là. Je vais être fort là, dans le terme, mais c'est d'une stupidité absolue de continuer à regarder ROAS continuellement. On a parlé même plutôt de POAS plutôt. Déjà là, ça, c'est une métrique encore plus importante. Mais ce sont, je pense, uniquement des métriques pour peut-être paraître fort dans des rapports qu'on va envoyer, peut-être paraître intelligent, mais ce sont des métriques qui n'aident aucune entreprise. OK, je vais faire un petit disclaimer ici. Si vous êtes capable d'investir 100 000 $ par mois et sur le 100 000 $ par mois, vous faites des retours de 6 ou 7, vous faites un travail exceptionnel. Mais le point que je veux dire, c'est qu'à la fin de la journée, une entreprise, assumant que vous êtes une entreprise qui veut faire de l'argent, son objectif, c'est de faire du profit. C'est pas de faire des ratios qui sont beaux dans des PowerPoint. OK? Et il y a une métrique qui est beaucoup plus importante et il y a des gens qui vont utiliser le terme en anglais, pardonnez-moi l'anglicisme, contribution margin. Moi, en français, j'aime bien utiliser profit brut. Je pense que profit brut, c'est une métrique qui est très intéressante. C'est juste de se dire quel est le profit que vous générez à la fin de la journée avec votre investissement. On va prendre un cas pratique, encore une fois, d'une entreprise qui vend des produits digitaux. Comme ça va être beaucoup plus facile parce que la marge de profit, on va dire, elle est à 100%. Ce qui est souvent le cas dans des produits digitaux, des produits en ligne, des ventes de cours en ligne. Donc, si aujourd'hui, vous investissez 1 000 $ par mois et que vous avez un ratio de 5, à la fin du mois, vous faites 5 000 $ de revenus avec une marge à 100%. On réduit l'investissement publicitaire, on fait 4 000 $ de profit brut. 5 000 moins 1 000, bon, une équation assez facile. Ratio de 5, faites un excellent travail. Maintenant, on va amener ça. On va dire que là, vous investissez plus de 1 000 $ par mois, vous investissez 10 000 $ par mois. Et là, donc, vous investissez 10 fois plus de budget. Ce qui n'est pas tellement des gros budgets non plus, 10 000 $ par mois, mais bon, ça va bien. Vous avez augmenté ce que vous faites. De 1 000 à 10 000, c'est une belle croissance. C'est une belle croissance, mais ça reste quand même assez limité. Bon, on va dire tout de même, vous investissez 10 000. Est-ce que vous avez encore besoin de faire un ratio de 5? Si vous êtes capable de le faire, fantastique. Ça veut dire que peut-être même qu'on veut vous engager à aller sur notre site Internet, OK? Mais est-ce que c'est nécessaire? Si on va prendre un cas pratique de dire qu'on était à 5 de ratio, maintenant, on va dire qu'on est descendu à 2 de ratio. Donc, c'est plus que 2 fois moins. C'est plus que 2 fois moins. C'est 2,5 fois moins à peu près. OK, 2,5 fois moins. Est-ce que ça fait encore du sens? On va faire le calcul. J'investis 10 000, j'ai un produit avec une marge de profit à 100%. Je fais 20 000 $. OK, donc 20 000 $ de vente.
Donc, il y a 20 000 de ventes qui se font. J'ai une marge de profit à 100%, je le répète. On fait 20 000 moins 10 000. Qu'est-ce qui reste? 10 000. Qu'est-ce qui restait dans le cas 1? 4 000. Le cas 1 avait un retour sur investissement, le fameux ROAS de 5. Le cas 2 avait un ROAS de 2 et même un POAS de 2 parce que la marge de profit est à 100%. Et on peut continuer, là. On peut continuer comme... Non, j'espère juste que les gens comprennent aujourd'hui que l'objectif d'une organisation, et voyez-le toujours, si vous avez à faire des arguments à un directeur marketing ou un chef d'entreprise ou même à votre client, essayez d'analyser ça davantage en termes de profit que de revenus. Je pense que c'est souvent un des gros enjeux qui fait en sorte que les gens vont pas vous écouter. C'est que vous allez tout le temps parler « Hey, on a fait de ces revenus-là, on a fait de ces revenus-là. » Oui, essayez de le voir davantage en termes de profit. Votre client, votre patron, il y a des coûts. Il y a des coûts d'employés, il y a des coûts opérationnels, il y a des coûts de produits, il y a des coûts de manutention. Si vous êtes capable de faire le travail, d'analyser qu'il y a une distinction entre une vente et ce qui revient dans les poches de l'entreprise à la fin de la journée et que vous êtes capable d'intégrer ça dans votre équation publicitaire, là, vous allez vous retrouver avec des arguments intéressants. OK? Donc, tout ça pour dire que le ROAS ne veut pas dire grand-chose. C'est une métrique qui est beau à mettre sur des publications LinkedIn ou dans des PowerPoint, mais autre que ça ne veut pas dire grand-chose si, bien entendu, les investissements n'ont pas de volumétrie. Alors du coup, pour synthétiser, c'est quoi les métriques que toi tu regardes? Ben, c'est quoi les métriques? On va prendre l'exemple de notre boutique en ligne en ce moment. Donc, ce que je regarde avec la boutique en ligne en ce moment, c'est clairement, on a un enjeu, nous, avec ce client-là. C'est pas un client, avec cette entreprise-là. Avec nous-mêmes. De valeur long terme. Parce qu'on a un seul produit qui s'achète et là, tranquillement, il y en a davantage qui s'achètent. Donc, pour donner une idée, qu'on a repris la boutique, je pense qu'elle avait à peu près une valeur long terme client de 72-73 $. Dans les 6 derniers mois, on est rendu à 84. Donc déjà là, ça s'améliore. Donc moi, c'est la première métrique que je regarde, la valeur long terme client. Parce qu'automatiquement, ça va me donner la conviction de me dire jusqu'à combien d'argent je suis prêt à aller investir pour aller chercher un client. Si je suis capable de me dire qu'en l'espace de 3 mois, je vais être capable de retrouver mon investissement, je vais peut-être être prêt à être un petit peu plus agressif sur mon investissement publicitaire. Donc, je regarde la valeur long terme d'un client est de 84 $. C'est une organisation qui a une certaine marge de profit. Donc, sur le 84 $, on va dire qu'on fait à peu près la moitié, on va dire 42 $ de profit net. Donc, en ce moment, sur 6 mois, un client que je vais chercher nous ramène environ 42 $ de profit net. Ce qui n'est pas beaucoup, mais tout de même, ça nous donne une bonne information. Donc là, après, je me dis, parfait, 42 $ de profit net sur 6 mois. Là, j'arrive à ma deuxième métrique que je vais regarder, mon coût d'acquisition. Si je fais 42 $ de profit net sur 6 mois avec un client, combien je suis prêt à payer pour aller chercher un client? Si je suis quand même assez agressif, je vais dire, écoute, je serais prêt à peut-être investir 37, 38 $, juste pour me donner une petite marge de manœuvre de 4-5 $ sur 6 mois pour me dire s'il y a quelque chose qui va un petit peu moins bien. Donc ça, c'est mon coût d'investissement maximum. J'aimerais ça peut-être qu'il soit un petit peu plus bas, mais je le sais que s'il est plus bas, je risque d'être limité dans mes investissements publicitaires. Donc ça, je pense que c'est une autre métrique qui est importante. Et la métrique la plus importante, je crois, dans tous ceux que je suis en train de mentionner, c'est le profit brut généré à la fin de la journée, en anglais, contribution margin. Ça, c'est ce qui va dicter la vitesse à laquelle qu'on peut aller. Parce que ça, c'est automatiquement, quand tu regardes le profit brut va impacter à la vitesse que tu peux investir, ton coût d'acquisition, la valeur long terme de tes clients. Donc, pour une boutique en ligne, il y en a d'autres, mais ce seraient des métriques vraiment importantes que je vais aller regarder. Puis, bien entendu, par la suite, des métriques plus orientées au niveau opérationnel, le coût de vente d'un produit, le coût de shipping d'un produit, le coût de manutention, et je vais tout mixer ça ensemble. Et ça va s'appeler un COGS, Cost of Goods Sold. Et là, par la suite, quand j'ai ça, j'ai mon coût d'acquisition, j'ai le profit brut que je vais être capable de générer. Tout ça ensemble, ça commence à me donner un scénario intéressant. Écoute Antoine, merci pour cette masterclass sur les finances d'entreprise et puis Facebook Ads. J'espère que ce que tu as dit va permettre d'aider des gens à améliorer aussi leur compréhension avec leurs propres clients ou leur propre business. Est-ce que tu as un dernier mot pour clore le podcast? Je pense que peut-être un pensez-y bien pour n'importe quel acheteur média. Je pense qu'un acheteur média qui veut vraiment passer à un autre niveau pour aller investir davantage va devoir se mettre dans les souliers des gens au niveau finance, hein? Parce que à la fin de la journée, c'est eux qui dictent les budgets. C'est eux qui vont dire si vous avez l'argent ou pas pour faire vos investissements. Donc, c'est eux qui ont les pleins pouvoirs. Donc, si vous voulez avoir de l'impact, de l'influence sur les gens qui ont les deux mains sur le volant, sur les finances d'une entreprise, vous devez vous mettre dans leur position et comprendre ces chiffres-là. Et si vous êtes capable par la suite de prendre ces chiffres-là et de les extrapoler à votre réalité quotidienne d'acheteur média, là, vous allez commencer à être dangereux. Vous allez commencer à avoir encore plus de succès, encore plus d'arguments, puis vous allez comprendre encore plus votre travail.
Donc, ça serait peut-être ça ma phrase pour terminer. C'est excellent. Moi, ça me va très bien. Pour terminer, c'est parfait. Bah, écoute, Antoine, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie aussi à ceux qui nous ont écoutés de nous écouter et de nous suivre toujours sur Social Selling. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social selling. Social selling.